Ce soir, la fraude au Centre universitaire de santé McGill. Elle a beau être dans l'ombre de la commission Charbonneau, elle n'en est pas moins grave. Enquête sur ce cas troublant. En 2010, le Centre universitaire de santé McGill engage une firme d'avocats, Gordon Ladner-Gervais, afin de faire une enquête interne. Alors, des irrégularités auraient été constatées dans les pratiques de la directrice des ressources humaines de l'époque, Mme Stella Lopresti. Puis, Mme Lopresti quitte son poste. Cependant, le contrat de cessation d'emploi est de nature confidentielle et aucune plainte n'a été portée jusqu'en janvier 2012. C'est alors qu'un employé porte plainte à la Sûreté du Québec. C'est le détective Sirois de l'unité permanente anticorruption, l'UPAC, qui est chargé de l'enquête. Étant donné que nous avons reçu des plaintes, il est de notre devoir d'aller au fond des choses. La Sûreté du Québec a donc demandé au Centre universitaire de santé McGill une copie du contrat mettant fin à l'emploi de Mme Lopresti, une demande qui a été refusée par les dirigeants sous des prétextes de confidentialité et du secret professionnel des avocats. Le directeur des poursuites criminelles et pénales a donc déposé une demande à la Cour supérieure afin de perquisitionner les documents réclamés. Nous avons demandé aux contribuables ce qu'ils pensaient du Centre universitaire de santé McGill vis-à-vis les irrégularités de Mme Lopresti. Les représentants du Centre universitaire de santé McGill ne veulent pas se mouiller. Ils prétendent qu'ils collaboreront avec les policiers, mais ils se cachent derrière la loi du secret professionnel afin de ne pas fournir des documents qui sont nécessaires aux fins de l'enquête. À mon avis, ça sent très mauvais. Quand l'enquête a dévoilé certaines irrégularités, le CUSM aurait contacté l'UPAC pour une enquête criminelle. La fraude, c'est très grave. Je donne de l'argent à la fondation du CUSM à chaque année, mais suite à la réaction des dirigeants dans l'affaire Lopresti, je me demande comment sont gérés mes dons. Ont-ils financé des voyages, des cellulaires, un ordinateur à Mme Lopresti? Il y a un manque de transparence. La réaction du CUSM dans cette affaire engendre la controverse. Est-ce que les dirigeants nous cachent quelque chose? Poursuivons avec l'affaire à Curso. Une fois de plus, les fraudes amènent les enquêteurs de l'UPAC vers l'entreprise appartenant à Tony Accurso. Tôt ce matin, les enquêteurs de l'UPAC sont allés à la recherche de documents appartenant au Centre universitaire de McGill. Ils y cherchaient des documents sur l'octroi du lucratif contrat de 1,3 milliard de dollars. Ce matin, les enquêteurs de l'UPAC sont rentrés dans nos bureaux pour avoir de l'information sur la raison de l'obtention du contrat. Et je peux vous dire que le CUSM collabore étroitement avec l'UPAC sans problème. Le complexe du Glen est sans aucun doute un des plus grands chantiers du Québec et l'un des projets les plus importants d'Amérique du Nord. À l'origine, le projet a été donné à SNC Lavalin et un des partenaires de l'excavation était la compagnie Simon-Baudry, appartenant à Tony Accurso. Toutefois, lorsque cette compagnie a perdu sa licence après avoir été reconnue coupable pour fraude, la compagnie Louis Bourg, qui appartient aussi à Tony Accurso, est encore responsable de l'excavation. Malgré la perte de licence de la compagnie Simard-Baudry, la compagnie Louis Bourg, qui appartient aussi à Tony Accurso, est encore responsable de l'excavation sur le chantier du CUSM. Le gouvernement a le pouvoir de suspendre leur licence. Toutefois, c'est loin d'être fait. Est-ce par peur de paralyser le chantier? Ou est-ce plus important en ce moment? Nous passerons maintenant à Pierre Duhem. SNC-Lavalin s'est vu attribuer le contrat du CUSM en 2010 et aurait, selon plusieurs sources, versé 22 millions pour obtenir le contrat. On ignore à qui exactement l'argent a été versé, celui-ci n'ayant pas été transféré au Canada, mais bien en Afrique. Le PDG de l'époque, Pierre Duhem, serait au courant, celui-ci ayant été arrêté le 28 novembre dernier par l'unité permanente anticorruption, l'UPAC, en lien avec cette affaire. D'autres paiements douteux, fait par SNC-Lavalin, qui s'élèverait à des montants aussi élevés que 55 ou 60 millions, en Libye notamment, où SNC était très près des Kadhafi, avait conduit Pierre Duhem à démissionner cette année. Sa prime de départ de 4,9 millions, qui avait été versée dans les conditions qu'on connaît, avait fait scandale à l'époque. Bref, il semble y avoir un manque flagrant d'éthique dans les pratiques de SNC-Lavalin. Le CUSM, de son côté, refuse généralement de commenter, sinon pour dire qu'il collabore pleinement avec les autorités. Le gouvernement a par ailleurs envoyé des vérificateurs au CUSM et menace d'intervenir dans la gestion du centre si les rapports montrent des failles dans la gestion du centre hospitalier. Le Dr Arthur Porter assumait le poste de président-directeur général depuis 2004.
Il a quitté ses fonctions le 5 décembre dernier, après s'être retrouvé au centre d'un présumé conflit d'intérêts. Son mandat devait se terminer alors le 31 mars 2012. Le Dr Porter est dirigeant d'une entreprise minière en Sierra Leone, membre du conseil d'administration d'Air Canada, conseiller du président de la Sierra Leone, ambassadeur plénipotentiaire de ce pays au Canada. En plus, Porter a fondé un centre de cancérologie aux Bahamas. Il a aussi été nommé président du conseil d'administration d'un organisme privé britannique qui gère des centres de traitement du cancer. Tout ça en dirigeant un CUSM engagé dans un projet de construction titanesque. Impliqué dans plusieurs entreprises privées à l'époque où il dirigeait le Centre universitaire de santé McGill, Arthur Porter a utilisé les ressources du réseau de la santé pour des transactions d'affaires qui mettaient en jeu des sommes d'argent importantes pour sa famille et pour lui. Un acte notarié consulté par la presse précise que le 24 novembre 2011, alors que Dr Porter était toujours à la tête du CUSM, un avocat de l'établissement lui a fourni un mandat qui permettait à son adjointe, Lynn Panton, de procéder à des transactions immobilières pour son compte et celui de sa femme. Le Dr Porter aurait remis 200 000 $ à un lobbyiste international pour un projet immobilier en Afrique qui ne s'est jamais concrétisé. L'homme en question, dont le passé est plutôt trouble, trafic d'armes, etc., devait convaincre la Russie d'investir 120 millions de dollars dans le projet. Il aurait également proposé un poste de consul général honoraire de Sierra Leone, son pays natal, au sénateur Angus, qui aurait décliné son offre. Le Dr Porter est aussi soupçonné par la police d'avoir été mêlé aux tractations des dirigeants de CNC-Lavalin pour remporter le contrat de construction du futur hôpital. En 2008, il a aussi contracté un prêt de 500 000 $ à l'université à un taux d'intérêt de 1% par année. Il devait rembourser la dette sur demande. Lorsqu'il a démissionné, l'université lui a demandé le remboursement de la dette. Il n'a jamais donné suite aux demandes de l'université. L'université lui a aussi versé 30 000 $ en salaire de trop après qu'il a démissionné. Il n'a jamais remis cette somme malgré ses promesses et la demande de l'université. Concernant le prêt non remboursé et le salaire versé par erreur, l'université indique avoir envoyé une lettre au Dr Porter à 3 de ses adresses, dont aux Bahamas et au Sierra Leone. La missive est visiblement restée sans réponse. Le plan d'emplacement de la gare Glen, où se construit le grand hôpital, prévoit que la rue portera le nom Arthur T. Porter Way. Il n'est pas dans les plans de la direction de l'hôpital de changer le nom du chemin nommé en son honneur qui longera la façade du futur hôpital, malgré Monsieur le Porter! conflit Monsieur d'intérêts. Porter! All right, no picture, guys, no picture! Était-il responsable de la part du Dr Porter d'être impliqué dans autant de projets à la fois? Après toutes les fraudes et les actions douteuses qu'il a commises, est-il légitime qu'il reporte son nom? On en apprend un peu plus tous les jours sur cette histoire, et ce bien que le Dr Porter reste introuvable. Le gouvernement a par ailleurs envoyé des vérificateurs au centre et menace d'intervenir dans sa gestion si des rapports montrent des failles dans sa gestion. Après tous les reportages, nous mettons l'éthique du CUSM en doute. L'attribution du contrat, les agissements du Dr Porter, de Stella Lopreste, ainsi que la gestion du chantier en général est synonyme de corruption. Les véritables victimes dans cette histoire sont l'ensemble des citoyens. Bonsoir, et si vous allez au lit, bonne nuit.